Alors, Gabriel Martinez-Gros, quand on parle de l'islam, ça ne s'entend pas à l'oreille. La distinction du I minuscule d'avec le I majuscule, c'est que dans un cas, nous avons affaire à la religion, culte, spiritualité, rite, et dans l'autre, plutôt la civilisation. Mutatis mutandis, c'est comme si nous avions affaire à christianisme et chrétienté. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de cette vaste étendue, ayant connu des peuples ayant embrassé la religion islamique et ayant bâti des empires, et cette civilisation impériale était aussi à l'architecture palatiale. C'est comme ça que vous présenteriez les choses vous-même? Absolument, oui. C'est le problème du mot islam, c'est qu'il n'y en a qu'un pour désigner deux réalités qui, dans le cadre du christianisme et de la chrétienté précisément, sont séparées. C'est-à-dire qu'on distingue assez nettement des institutions, une histoire, un art qui ne relève pas directement de la religion et au contraire des données qui sont directement inspirées par la religion. Par exemple, la féodalité n'est pas dans les évangiles, évidemment. Vous en trouverez difficilement les origines dans les évangiles, mais pourtant la féodalité, la seigneurie, la noblesse ont joué un rôle considérable dans l'histoire de l'Occident. Bien de la même façon, il y a des institutions considérables dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire politique de l'islam, dans l'histoire culturelle de l'islam, les Mamelouks, l'art islamique, qui ne dépendent pas directement, en tout cas, du message coranique. Et donc il y a deux réalités, et d'autant plus que, évidemment, dans le cas de l'islam, il y a toujours eu, on y reviendra probablement tout à l'heure à propos des empires, mais il y a toujours eu d'importantes minorités non musulmanes à l'intérieur du monde musulman, d'importantes minorités non musulmanes qui ne partageaient pas la religion des musulmans, mais qui en partageaient les canons politiques, esthétiques, intellectuels, la langue, très souvent. Voilà, donc il y a en effet deux réalités qu'il faut essayer de distinguer, et on a essayé de les distinguer par la majuscule dans le cas de l'Empire et des institutions profanes, on va dire, directement issues de la civilisation islamique, et avec la minuscule pour ce qui relevait de la religion. Alors, vous avez composé un ouvrage intitulé « Brève histoire des empires, comment ils surgissent, comment ils s'effondrent » aux éditions du Seuil. Ensemble, si vous voulez bien, et l'émission s'intitule « Question d'islam », intéressons-nous au moins à 3 empires, et ça sera une présentation brève tel que votre titre le dit, l'Empire ottoman, l'Empire safavide et l'Empire moghol, et commençons par exemple, par l'Empire ottoman, comment a-t-il vu le monde, comment est-il né? On verra par la suite comment il s'effondrera, mais l'Empire ottoman, à quoi cela renvoie? Quelle est son étendue terrestre et temporel aussi. Donc, alors il faut peut-être dire que ces 3 empires sont contemporains, ça c'est intéressant, et ils surgissent et à peu près à très peu de choses près, ils arrivent à peu près au même moment, c'est-à-dire entre le tout début du XVIe siècle et le XIXe siècle en gros, bien sûr. Pour l'Empire ottoman, c'est plutôt son apogée puisqu'il aurait commencé un peu plus tôt. Il aurait commencé un peu plus tôt. Alors justement, on va y venir. Quand commence l'Empire ottoman? Sur quelle terre il s'étend? Alors au départ, l'Empire ottoman, c'est une confrérie. Ça, c'est assez frappant. Haussmann est, semble-t-il, un maître de confrérie. Haussmann, c'est le nom qui, déformé par l'italien, a donné ottoman dans les langues européennes. C'est à l'extrême fin du XIIIe siècle, au tout début du XIVe siècle, que cet Haussmann aurait vécu son existence. C'était à demi légendaire, parce que l'Empire ottoman ne nous a ce qui n'était pas encore l'Empire ottoman. Les débuts ottomans sont extrêmement obscurs, il n'y a guère de documentation. Sinon, on dit que leurs adversaires en ternissent les débuts, oui, et les Ottomans plus tard, et les turiféraires en l'ont amplifié, ce qui fait que les débuts demeurent obscurs. Absolument. Mais en tout cas, c'est une dynastie de Ghazi. Alors bon, c'est de combattants de la guerre sainte, parce que
au départ, le petit émirat ottoman se trouve au nord-ouest de la Turquie d'aujourd'hui, donc au contact direct des terres byzantines. Et donc, il attire spontanément les combattants de la guerre sainte, à la fois pour l'accomplissement du devoir religieux et aussi, il faut bien dire, pour le... guerre sainte, ça renvoie dans votre esprit au djihad. Au djihad, oui, bien sûr. Effort dévoyé en violence sacralisée. Voilà. Et aussi, il faut le dire, pour le butin qu'on peut en obtenir. Et donc, c'est grâce à cela que l'émirat turc des Ottomans, à partir du XIVe siècle, va se distinguer et peu à peu s'imposer au détriment des autres émirats turcs de l'actuelle Turquie, car la Turquie est déjà un pays très largement turc, en tout cas quant à sa souveraineté politique. Il y a encore de très nombreuses populations, évidemment grecques, évidemment arméniennes, mais les dirigeants et les souverains sont déjà turcs, mais en revanche, il y a de très nombreuses principautés turques. Et les Ottomans vont l'emporter grâce au fait que la guerre sainte leur donne un débouché direct sur les territoires chrétiens, encore grecs, encore byzantins, à conquérir. Et ils vont passer, à partir du milieu du XIVe siècle, en Europe. Et un des points tout à fait caractéristiques de l'histoire de l'Empire ottoman est très, très, très importante, sur lesquels aimait insister le grand spécialiste, malheureusement disparu de l'Empire ottoman, Gilles Weinstein, c'est que l'Empire ottoman est un empire balkanique. C'est un empire européen au départ. Le centre de l'Empire ottoman, ça n'est pas la Turquie d'aujourd'hui, au départ. Ce sont les Balkans que l'Empire ottoman va conquérir c'est sa première conquête véritable, entre 1360 et, ma foi, il faut du temps, il faut aller au moins jusqu'en 1450, 60 pour la conquête de la totalité de la Grèce, de la Bosnie, de la Serbie, bien entendu, de la Bulgarie. La bataille du Champ des Merles de 1389. Oui, le Kosovo, absolument, la bataille de Kosovo-Polier en 1389 qui affirme la supériorité, l'hégémonie de l'Empire ottoman sur l'ensemble des Balkans, puisque son principal opposant, c'est-à-dire le royaume de Serbie, est alors vaincu. Et puis il y aura la résistance de Skanderbeg en Albanie, très célèbre, en Skanderbeg, c'est-à-dire l'émir Alexandre, bien sûr, des Albanais, qui va tenir tête aux Ottomans pendant une large part du XVe siècle, la résistance de la Hongrie. Bref, c'est dans les Balkans que se joue le premier destin de l'Empire ottoman. Alors, le deuxième destin, ensuite, à partir de la fin du XVe siècle, c'est la reconquête de toutes les autres principautés turques. Et puis surtout, une autre grande bataille avec celle de Kosovo-Polier, sans doute la plus importante dans la constitution de l'Empire. Et je crois que l'Empire n'existe pas avant cette bataille. C'est la victoire sur les Mamelouks d'Égypte. C'est la conquête du Moyen-Orient arabe. C'est la conquête de la Syrie et de l'Égypte, 1516-1517. Évidemment, vous aurez remarqué que j'ai passé sous silence, et j'ai eu tort, bien sûr, la conquête de Constantinople en 1453, Kosovo-Polier c'est 1389, la victoire dans les Balkans, 1517 la victoire dans le monde arabe et la conquête du Caire, qui était alors une capitale aussi importante qu'Istanbul, voire même plus importante. Et au milieu, 1453, bien sûr, la conquête de Constantinople. 1453. Voilà. Certains, et je le dis sous votre contrôle, voient ça avec les titres pris par les rois ou les monarques ou les souverains ottomans. Je leur donne pas le titre totalement. Difficile. C'était les khans d'abord, voilà. Et puis ils deviennent des padishahs, et ils finissent par des califes. Voilà. Le padishah, c'est un terme persan. Alors, le sultan, c'est le vieux terme turc depuis le XIe siècle. C'est celui qui, dans l'islam, désigne le souverain, en général turc en Orient, qui exerce ce que nous appellerions, nous, les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire les pouvoirs de finance et les pouvoirs militaires dans l'État, tandis que celui qu'on appelle encore le calife, et qui existe, enfin, qui est d'origine abbasside, d'origine arabe, quraishite, de la parenté du prophète, est devenu le premier des hommes de religion, en quelque sorte. Il est totalement exclu désormais des affaires proprement politiques. À ce titre de sultan, les Ottomans vont ajouter ce titre très très persan, ce qui indique assez leur tropisme culturel de padishah. Car les Ottomans viennent fondamentalement du monde culturel persan. Depuis le
milieu du XIIIe siècle à peu près, le monde musulman est coupé en deux, on peut le dire, du point de vue culturel, avec une partie occidentale que nous appelons aujourd'hui le monde arabe, qui va de l'Espagne à la Syrie, et où la langue d'administration, la langue de culture est demeurée l'arabe, comme dans le vieil empire abbasside, et puis une partie qui est au total de plus en plus importante au fur et à mesure que les décennies et les générations passent, qui est la partie orientale du monde musulman, entre l'Irak à l'ouest, voire la Turquie à l'ouest, et l'Inde, le Bengale, je veux dire l'est de l'Inde, où la langue de culture, la langue d'administration, la langue de l'État sont le persan. Et les trois empires dont nous allons parler rapidement sont en fait de langue persane quant à leur administration et quant à l'État. C'est une chose assez significative que ce relatif recul de l'arabe. Si on avait arrêté là l'histoire, on aurait pu penser que le persan l'emporterait totalement et ferait totalement disparaître, en fait, l'arabe des langues de culture et de référence, sinon évidemment pour la religion, sinon évidemment pour le droit, pour tous ceux où l'arabe est indispensable, tout simplement parce que la révélation religieuse y est centrale, bien sûr. Gabriel Martinez-Gros, toujours dans cette partie où l'on parle un peu de la consolidation de l'Empire, de ses frontières, d'aucuns disent, et c'est vous qui êtes historien et qui le confirmerez ou pas, vous nous avez parlé de quelques batailles. Alors certains ajoutent qu'il y avait 3 batailles aussi décisives dans cette consolidation de l'Empire ottoman. D'abord celle de Nicopolis, oui, celle de Varna et celle d'Alger sous la Régence quand elle a résisté à Charles Quint en 1541. Alors, mais de façon très significative, ce sont 3 victoires sur les Occidentaux. C'est-à-dire que ces batailles dessinent, et pourquoi pas, et c'est évidemment une hypothèse importante, dessinent une histoire de l'Empire ottoman comme fondamentalement affrontée à l'Occident. Or, c'est vrai, mais ça n'est que partiellement vrai, ou ça n'est qu'un point de vue. C'est-à-dire qu'il me semble que, d'une part, la victoire sur les Mamelouks en 1516 à Majtabik, c'est-à-dire en Syrie, puis la conquête du Caire en janvier 1517, la guerre contre les Safavides dont nous allons parler tout à l'heure, c'est-à-dire contre le chiisme qui devient la religion centrale de l'Iran à partir du début du XVIe siècle, sont au moins aussi importantes que les guerres contre les Occidentaux. Alors Nicopolis en 2 mots et Varna, c'est la victoire sur 2 croisades qui sont animés par les Hongrois, mais qui sont très largement soutenus par des chevaliers d'Occident, en particulier la croisade de Nicopolis. Enfin, la croisade 14e, on est 1396. Voilà, c'est ça, et qui s'achève par la capture du futur de Jean sans peur, du futur duc de Bourgogne, qui est alors l'héritier du titre. Et la bataille de Varna est un échec moins cinglant que celui de Nicopolis, mais un même échec. Ce sont les 2 tentatives. On est en 1444, pardon, excusez-moi. Donc ce sont les deux tentatives occidentales de freiner l'avance ottomane dans les Balkans. On pourrait y ajouter, alors si on veut insister sur l'affrontement entre l'Empire ottoman et l'Europe, la bataille de Mohacs en 1526, la victoire sur les Hongrois. Le roi de Hongrie, Ladislas Jagellon, meurt sur le champ de bataille et la Hongrie est divisée entre 1526 et sa reconquête par les Autrichiens en 1686. Elle est divisée en une partie majoritaire qui est entre les mains des Ottomans et où les Ottomans délèguent leur pouvoir en partie à la noblesse hongroise, et une partie qui demeure autrichienne et qui passe sous l'autorité de la maison d'Autriche, comme on dit, c'est-à-dire de Charles Quint et de son frère, Ferdinand. Donc cette partie qui demeure dont la capitale est à Bratislava, dans la Slovaquie d'aujourd'hui, parce que Budapest est entre les mains des Ottomans. Ce qui fait dire à juste raison, et vous l'avez rappelé à Gilles Weinstein, que le centre de gravité de l'Empire ottoman est plutôt en Europe centrale et en Europe du Sud-Est. Oui. Et donc, ce qui va mettre fin
à la thalassocratie ottomane en Méditerranée est la bataille de Lépante. Voilà, alors oui, c'est vrai, ils ont aussi, et vous faites bien d'y insister, mis à part le Caire, qui a été une très importante capitale avant Istanbul, ils ont aussi des dépendances maghrébines, hein, dont l'existence est assez frappante parce que c'est la première fois depuis fort longtemps que le Maghreb va recommencer à obéir à une autorité orientale. Ce sera d'abord Alger. Et ce sont en grande partie les Ottomans qui vont créer, alors je n'ose pas dire l'Algérie, mais qui vont créer en tout cas la régence d'Alger et qui vont faire d'Alger non seulement le centre de ce Maghreb central que nous appelons aujourd'hui l'Algérie, mais le centre du Maghreb, tout simplement, puisque Alger va assurer peu à peu, grâce à l'influence ottomane et grâce à l'influence que la ville des corsaires d'Alger donne précisément à l'Empire ottoman dans cette région du Maghreb, va assurer son autorité sur Tunis à la fin du XVIe siècle. Hein. Pas sur le Maroc, le Maroc restera en dehors de cette histoire que domine l'Empire ottoman. Mais cela dit, les terres du Maghreb sont très lointaines. Elles vont résister, cela dit, à Charles Quint, vous l'avez dit, en 1541, puisque Charles Quint lance contre Alger une expédition qu'il veut décisive, dont il espère la prise d'Alger et la fin du pouvoir ottoman au Maghreb, et qui va échouer totalement. Enfin, je veux dire, on rembarque avec des pertes assez lourdes et sans avoir obtenu aucun résultat. La contrepartie, la revanche, ce sera effectivement la bataille de Lépante en 1571 au large des côtes grecques, donc, où la flotte ottomane, à l'exception précisément des Algérois, qui réussiront à sauver ce qui a pu être sauvé de la flotte ottomane. La flotte ottomane sera anéantie par la flotte espagnole, enfin hispano-vénitienne de Don Juan de Austria, enfin commandée par Don Juan de Austria, Don Juan d'Autriche, le fils naturel de Charles Quint, le frère, le demi-frère, si vous voulez, du roi d'Espagne Philippe II. Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, on parle d'empire, empire au pluriel, de l'islam civilisation, islam majuscule pour le grand I. Et nous parlons de trois grands empires, l'empire ottoman, l'empire safavide et l'empire moghol. Et pour cette deuxième partie de l'émission avec Gabriel Martinez-Gros, historien, professeur émérite d'histoire médiévale du monde musulman à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense et auteur de nombreux ouvrages ayant trait à la civilisation islamique et aux empires d'une manière générale. Avant de passer à l'empire safavide, on dit que l'empire ottoman a connu un apogée civilisationnel sous Sulayman le Magnifique et l'épithète n'est pas usurpée, qu'elle a été, certes, nous sommes en train de présenter les choses d'une manière brève, la vie culturelle, artistique, intellectuelle, sociale sous Sulayman le Magnifique. Je pense que c'est effectivement le temps de l'apogée. Alors, un apogée qui se donne en partie en langue persane, bien entendu la langue turque, et
qui a été déjà dans les derniers siècles de ce que nous appelons le Moyen-Âge, la langue du pouvoir, parce que c'était la langue des armées, en particulier en Égypte, pas seulement dans les territoires que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Mais la grande langue de culture, c'est le persan. Et Soliman le Magnifique est un poète persan. Si je veux dire, il écrit en persan, il écrit bien sûr en turc à ses administrés, à ses serviteurs et à sa fameuse femme, la fameuse, et qui lui a rendu voilà, dans sa correspondance épistolaire absolument des lettres enflammées et en turc. Voilà. Bien qu'elle fût elle-même d'origine, semble-t-il, on va dire ukrainienne, on dirait aujourd'hui ukrainienne. Elle avait été raflée par par des pirates. Oui, ce sont des pirates terrestres, enfin, par des tribus tatars, des Tatars de Crimée, dans le nord, semble-t-il, de l'Ukraine. Et elle a été élevée, puisqu'elle y était arrivée très jeune, dans le harem, et elle a eu une carrière absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a réussi à épouser Soliman le Magnifique, alors que les sultans ottomans, depuis quelque temps déjà, n'épousaient plus. Ils n'avaient plus que des concubines, dont ils limitaient au maximum la descendance à un enfant mâle, de telle sorte que la concentration des enfants ne donne pas à leur mère trop de pouvoir. Donc c'est surtout l'architecture, bien sûr, qui est à son apogée sous Soliman le Magnifique. Je pense qu'encore aujourd'hui, pour ceux qui visitent Istanbul, les très grandes mosquées, mausolées, imarats, ce qu'on appelle les complexes des souverains, sont parmi les plus grands monuments que vous puissiez imaginer, les plus majestueux, les plus apaisés en même temps. Il y a une atmosphère tout à fait particulière en particulier dans ce qu'on appelle la Souleymaniye, c'est-à-dire justement le complexe de Soliman le Magnifique, mais aussi à la Séliminiye, le complexe de son père Sélim. Alors ce sont des complexes, là en l'occurrence l'architecte c'est le fameux Sinan, qui est un architecte janissaire, d'origine grecque semble-t-il, mais qui était entré très jeune dans le corps des janissaires, c'est-à-dire dans le corps des esclaves soldats, des mamelouks, qui faisaient le cœur. Pourriez-vous nous dire quelque chose, Gabriel Martinez-Gros, sur le divichermi, la pédomazoma, le fait d'aller capturer des enfants. Alors, c'est une conséquence du système mamelouk général de l'islam, enfin général depuis l'époque abbasside. Il est en place presque depuis l'époque abbasside. Depuis l'époque abbasside, les très grands pouvoirs, ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, les très grands pouvoirs islamiques se ravitaille, si j'ose dire, en force militaire, en violence domestique, auprès de populations qui sont supposées ataviquement belliqueuses, mais dont on domestique la virulence et la violence en les élevant au palais. En somme, on capture de jeunes loups dans des territoires très périphériques, en général les territoires turcs du nord du monde, dans le monde arabe depuis l'époque abbasside, sont considérés comme les meilleurs viviers de ces populations. On les capture jeunes et on les élève au palais de sorte à en faire des chiens loups en quelque sorte. Ils deviennent d'une grande loyauté. Et ils deviennent en effet d'une grande loyauté. Je veux dire que ça choquera peut-être ceux qui pensent qu'aujourd'hui que le système de l'esclavage est directement lié à la révolte des esclaves contre ceux qui les asservissent, mais en l'occurrence cet esclavage-là va donner des esclaves d'une particulière loyauté, d'un légitimisme presque étroit, c'est-à-dire que les Mamelouks sont aveuglément fidèles non seulement à celui qui les a élevés, mais après sa mort, ils vont être exclusivement fidèles à sa descendance directe. Et c'est un point assez rare dans l'islam, puisque en général, justement, cette notion de descendance directe, de primogéniture, d'héritage au profit exclusif du fils n'existe pas. C'est au profit d'une famille en général que se manifeste la légitimité. Et c'est ce qu'on retrouve dans le corps des janissaires pour l'Empire ottoman. Totalement ça dans le corps des janissaires de l'Empire ottoman. Alors jusqu'à la fin du XVIe siècle. Après la fin du XVIe siècle, le corps des janissaires devient autre chose. D'ailleurs, les auteurs ottomans s'en inquiètent puisqu'ils assimilent
ils font le lien entre la transformation du corps des janissaires, où on a laissé s'introduire des Turcs de naissance, ce qui est en rupture avec le principe même des esclaves soldats. Ils doivent venir des territoires entre guillemets sauvages, et donc les territoires sauvages de l'Empire ottoman, ce sont les Balkans. Ce qui est caractéristique de l'Empire ottoman, c'est qu'il a sa sauvagerie chez lui. C'est-à-dire qu'il assure, en quelque sorte, ses réserves de violence sont l'équivalent de nos puits de pétrole. Hein. Si vous avez vos puits de pétrole chez vous, vous avez des réserves stratégiques, en quelque sorte, de violence qui sont assurées. Et donc, c'est par l'intermédiaire du système du Devchelmet dont vous avez parlé, c'est-à-dire le ramassage d'enfants chrétiens dans les Balkans, que les Ottomans assurent jusqu'à la fin du XVIe siècle leur corps des janissaires et donc l'élite de leurs armées. Donc fondamentalement des enfants bulgares, des enfants serbes, des enfants bosniaques, énormément de bosniaques, hein, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, pas de sens, mais enfin, de fait, hein, la Bosnie est un des centres, un des épicentres de ce recrutement, et des enfants grecs. Alors, il semble que Sinan, le grand architecte de Soleiman, ait été un enfant grec ainsi raflé. Oui, alors j'ai cru comprendre que l'Empire ottoman met fin officiellement à l'esclavage, et donc a fortiori à cette pratique qu'on appelle en grec la pédomazoma, voilà, en 1847. Oui, c'est ça. Et c'est pour arriver un peu à la fin. Oui, on arrive à la fin, oui. Et c'est Nicolas Ier, l'empereur Nicolas Ier, qui parle dès 1853 de l'homme malade de l'Europe. Oui. L'homme malade de l'Europe, j'insiste sur de l'Europe, absolument. Et donc, il annonce ainsi la maladie et l'agonie de la sublime porte. C'est un problème de savoir quand commence l'Empire ottoman, à la prise de Constantinople sans doute en 1453, ou à la prise du Caire en 1517, qui le débarrasse de l'unique rival dans son horizon, si j'ose dire, l'unique rival sunnite dans son horizon. C'est tout aussi difficile de savoir quand il finit, en fait. Quand est-ce que finit un empire? Quand il cesse d'être seul au monde, en gros. Hein. Et donc, quand est-ce que l'Empire ottoman cesse d'être seul au monde? On va dire vers la fin du XVIIIe siècle, où la pression européenne est telle que l'Empire ottoman se doit de rechercher des alliés européens. D'abord la France, hein, ça a été la grande alliée de l'Empire ottoman à partir de la fin du XVIIIe siècle, en particulier la grande alliée culturelle. C'est-à-dire que là, la langue de l'élite, en tout cas de l'élite capable d'assimiler les nouvelles disciplines mathématiques, astronomiques et surtout techniques, militaires techniques en particulier de l'Empire, sont formés en français. Le français va demeurer tout au long du XIXe siècle la langue majeure de communication avec le monde extérieur de l'Empire ottoman. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les grandes réformes s'imposent, déjà sous ce sultan qu'on appelle Selim III et qui est malheureusement assassiné en 1808, puis après avec ce qu'on appelle les Tanzimat en 1839. Réforme, en réalité réorganisation, organisation, voilà. Et ce sont les réformes. Les réformes, absolument, hein, c'est un mot arabe bien sûr, mais en fait ça n'arrête pas le déclin de l'Empire, en particulier la révolte, la renaissance des nationalismes dans les Balkans, bulgares, serbes, etc. Et donc le recul constant de l'Empire ottoman dans l'espace qui était le plus important pour lui, c'est-à-dire l'espace balkanique. Il faut jamais oublier que Mustafa Kemal, alors là on arrive vraiment tout à fait à la fin, Mustafa Kemal né à Thessalonique ou à Salonique comme on disait à l'époque, et Thessalonique comme on dit aujourd'hui dans le nord de la Grèce. Hein. Alors en réalité, nous aurions dû scinder cette émission, ou en tout cas au moins consacrer à chacun des empires une émission ad hoc. Et pardon, je vais très vite, si vous voulez bien, et sans transition quasiment, on passe à l'empire safavide. L'autre empire, en quelque sorte, un peu plus à l'est. Voilà, c'est l'Iran, en gros, hein, l'empire safavide, c'est l'Iran, avec tout de même un Irak qui est disputé. C'est important pour l'histoire de l'Irak encore aujourd'hui, hein, l'Irak qui est disputé entre l'Empire ottoman et l'Iran. Alors, ça n'est qu'assez tard, semble-t-il, au XIXe siècle, que la majorité de la population en Irak devient chiite, ce qu'elle est aujourd'hui, la majorité de la population arabe, je veux dire, devient chiite, mais l'Iran a longuement disputé
à l'Empire ottoman cet espace irakien qui lui était lié, on peut dire, depuis les origines de l'islam. Hein. Et puis l'Azerbaïdjan en grande partie. Voilà l'espace à l'ouest de l'Empire séfévide, évidemment la totalité de l'Iran et une partie de l'Afghanistan et de l'Asie centrale d'aujourd'hui. Là, évidemment, l'Iran est en conflit avec le dernier grand empire, l'empire moghol, qui domine les Indes et une grande partie de l'Afghanistan, et avec les Ouzbeks au-delà de ce qu'on appelle la Moudaria, c'est-à-dire dans l'Asie centrale d'aujourd'hui. Alors, et dans le temps, on est en début au tournant du XVIe siècle. On est tout à fait tournant du XVIe siècle. Là aussi, une confrérie, au départ sunnite et qui se chiise très, très brusquement et très radicalement autour de la... Et opportunément. Et opportunément, autour de la personne d'un jeune prétendant, très jeune prétendant, qui va lancer une vague extraordinaire. Enfin, c'est une vague de prédication tout à fait extraordinaire dans des tribus turques. Au départ, ce sont des tribus turques qui vont constituer cet empire par excellence iranien, qui est aujourd'hui considéré par excellence comme l'empire iranien. Et en 1501, ce jeune homme décrète que le chiisme est religion d'État, en quelque sorte, ce qui est très rare dans l'histoire de l'islam. Hein. Il n'y a pratiquement pas d'autres exemples d'une religion d'État qui se soit ainsi imposée. Alors, quand vous parlez du jeune homme, vous parlez de sa fille qui donnera son nom, voilà. D'Ismaël, oui, un peu le chef voilà. Qui, de cet agrégat, si je puis dire, de tribus turques. Oui. Absolument. Les Kizilbash, non, ce sont pas eux. Oui, ce sont eux. Hein. Les bonnets rouges, leur bonnet rouge à l'époque. Et alors Kizilbash, justement, le mot est turc, hein, ce qui est assez caractéristique de ce qu'est ce soulèvement au départ. C'est un soulèvement de tribus turques qui va d'ailleurs laisser, jusque dans la Turquie d'aujourd'hui, des traces, puisque ce qu'on appelle les Alévis, qui aujourd'hui en Turquie, qui représentent 15-20% de la population au moins de la Turquie, sont les descendants directs, leurs adversaires, leurs ennemis, en particulier dans le pouvoir turc actuel, les appellent justement des Kizilbash encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des têtes rouges, parce que c'est les partisans de ce Ismaïl avaient l'habitude de porter des turbans, bien sûr, et de planter sur leur turban une sorte de bâton rouge qui les faisait reconnaître, d'où leur nom de tête rouge. Alors donc c'est un empire beaucoup moins étendu, moins peuplé, probablement, encore que malheureusement les données démographiques nous échappent à peu près totalement dans le cas de l'empire séfévide, mais c'est un empire extrêmement brillant d'un point de vue culturel. C'est alors en particulier au XVIIe siècle, hein, c'est probablement sous Abbas Ier, Abbas, voilà, c'est ça. Abbas le Grand. Donc. Abbas le Grand, hein, c'était qui meurt en 1629, si je ne me trompe pas. On me pardonnera. Son règne est 1588-1629. 29, c'est ça, voilà. Donc c'est là que l'empire d'abord atteint son expansion géographique maximum et son expansion culturelle maximale, c'est-à-dire c'est l'époque de la construction de l'extraordinaire place publique, enfin la place centrale d'Ispahan, qui est la capitale de l'empire. Alors le jeune Shah Abbas a commencé à Hérat, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, mais qui faisait alors partie de l'empire séfévide, c'est tout près de la frontière iranienne, Hérat. Et mis à part les beautés architecturales de la place centrale d'Ispahan, bon, il y a beaucoup de choses évidemment dans l'Iran séfévide, mais en particulier non pas la naissance, mais l'apogée de la peinture islamique, hein, probablement. Les ateliers de miniature, voilà, la peinture, bien sûr, il y a toute une effervescence intellectuelle et artistique. C'est pas une peinture sur chevalite, ce qui fait que nous sommes un peu déconcertés. D'abord, c'est pas de la peinture flamande ou italienne, c'est de la peinture sur manuscrit. Essentiellement, c'est le lecteur qui apprécie. Hein, et c'est donc un plaisir extrêmement particulier. Hein. Il n'y a qu'un lecteur par livre en général, et donc c'est un plaisir princier en fait, hein, celui de la peinture. Et de la musique aussi. Et de la musique, bien sûr, bien entendu, du raffinement, du raffinement en particulier de cette musique des confréries chiites. Hein, car il y a un soufisme chiite aussi, bien sûr. Hein, il n'y a pas seulement qu'un soufisme sunnite. Alors l'empire séfévide est plus fragile que l'empire ottoman. Il va durer beaucoup moins longtemps. Ses rythmes correspondent
correspondent pratiquement à ceux que Ibn Khaldoun donne dans son Histoire universelle, c'est-à-dire, vous savez, des rythmes d'un siècle ou un peu plus par dynastie. Alors, la dynastie dure 2 siècles, mais ce qu'on appelle la Rasabiya, ce qu'Ibn Khaldoun aurait appelé la Rasabiya, change au bout d'un siècle à peu près, c'est-à-dire le soutien, voilà, de la dynastie. La cohésion interne de la dynastie change, c'est-à-dire que les Kizilbash, les tribus turques, qui assurent la cohésion du premier siècle de la dynastie, disparaissent précisément sous le règne de Shah Abbas, qui les extermine quasiment. Et Shah Abbas, le grand qui meurt en 1629, fait appel à des sortes de mamelouks arméniens, en fait, qu'il installe à Djoulfa, dans un quartier particulier d'Ispahan, l'année à Djoulfa. Et c'est en grande partie grâce à ces troupes arméniennes que il s'impose et que il étend son empire. Donc, en fait, les Safavides vont s'effondrer un siècle après Shah Abbas le Grand, c'est-à-dire vers 1722. Enfin, en général, c'est la date entre 1722 et 1736. Il y a une guerre civile au terme de laquelle la dynastie disparaît. Pendant 60 ans, pratiquement, il n'y a pas de pouvoir qui réussisse à s'imposer en Iran, jusqu'à ce que les Qadjars l'emportent à la fin du XVIIIe siècle, et ils vont régner sur l'Iran tout au long du XIXe siècle. Mais sans le brillant que cette dynastie séfévide, qui est originaire donc d'Azerbaïdjan, de l'extrême nord-ouest, puisqu'elle était soutenue par des tribus fondamentalement turques, comme on l'a dit, sans le brillant de cette dynastie. Question d'islam, Khaled Bencher. Aujourd'hui, on parle de l'islam avec le I majuscule qui renvoie à la civilisation, et nous parlons de cette civilisation impériale à l'architecture palatiale, ai-je dit, avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, historien, professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, professeur d'histoire médiévale du monde musulman et auteur de nombreux ouvrages ayant trait à la civilisation islamique et surtout à la grande figure d'Ibn Khaldoun. Vous le disiez juste avant de rappeler que nous sommes sur France Culture, Gabriel Martinez-Gros. L'Empire safavide a connu son apogée sous Abbas Ier. Son fils, Tahmasp Ier aussi, va continuer l'œuvre de son père, et on dit, et ça je voulais le vérifier avec vous, que Abbas Ier, parce que le sujet est important de nos jours, aurait, moi j'utilise le conditionnel par prudence, séparé les deux ordres à sa manière, l'ordre religieux avec l'ordre politique, c'est-à-dire qu'il a laissé aux oulémas, je ne sais pas si on dit oulémas dans le monde chiite, mais en tout cas au mollah, les affaires religieuses. Ouais. Lui s'est occupé des affaires politiques et de l'exécutif, ce qui a été repris notamment par Tahmasp, son fils, et après les choses vont connaître une autre tournure.
mais probablement la coupure en milieu chiite est-elle moins profonde qu'en milieu sunnite entre le politique et le religieux finalement, parce que, mais c'est un point très ancien, hein, le chiisme s'est construit en grande partie en symbiose avec l'État, tandis que le sunnisme s'est construit en grande partie contre l'État dès le 9e siècle, hein, déjà à Bagdad. Donc c'est vrai qu'il y a cette coupure, et en particulier, on le disait, hein, au moment où Shah Abbas se débarrasse des Kizilbash, c'est-à-dire de l'idéologie et du milieu sociologique, c'est-à-dire les tribus turques qui ont donné le pouvoir à sa dynastie. Mais c'est un point que Ibn Khaldoun explique assez bien, hein, c'est-à-dire que en général la monarchie se dégage du milieu qui lui a donné naissance pour s'imposer avec ses propres armes et ses propres serviteurs. Et donc à ce moment-là, effectivement, en général, la monarchie aussi se dégage de l'idéologie qui lui a donné naissance. Et il y a un moment où l'Iran est un peu moins chiite, en tout cas un peu moins militant, à partir de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, hein, un peu moins militant qu'il ne l'a été dans les premiers âges de la dynastie séfévide, tout à fait. Alors, on le dit peut-être très peu. Il y a les ennuis, si je puis dire, de l'Empire safavide. À l'est, ce sont les Ouzbeks. Oui. À l'ouest, ce sont plutôt les Ottomans. Et il y a ce que d'aucuns appellent les guerres turco-perses. Oui, absolument. Mais en réalité, c'est entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide, et qui finalement donneront lieu à un traité entre Suleiman le Magnifique et Tahmasp Ier. Oui. C'est le fameux traité de d'Amaïssa, oui. Là du mois de mai, 29 mai 1555. Voilà. Ce qui laisse à l'Empire safavide une possibilité de continuer aussi à prospérer. Voilà. Alors, si la paix est possible, c'est curieusement que justement, on n'a plus rien à se dire. Hein. C'est-à-dire que les Ottomans, les oulémas ottomans, considèrent en général que les chiites ne sont plus des musulmans. Et donc, on peut admettre, de la même façon qu'on admet qu'il y a un monde chrétien, on peut admettre qu'il y a un monde chiite, puisque justement, ces gens-là sont tellement éloignés de nous désormais, nous, j'entends les Ottomans et la centralité de l'islam, bien sûr, que ils ne sont plus de notre monde et leur existence nous est indifférente, en quelque sorte. C'est ça qu'exprime, en quelque sorte, le traité de paix, c'est-à-dire le renoncement, parce que c'est tout de même effectivement un renoncement à reconquérir l'Iran, ce que le père de Soleiman, Selim, avait tenté de faire après sa victoire sur Ismaïl, sur les Séfévides à Tchad-Iran. En 1514, oui, voilà, oui, c'est oui. ça. À ce moment-là, il a tenté de reconquérir l'Iran au sunnisme, et il a tenté de se débarrasser de la dynastie séfévide en prenant Tabriz, la capitale des premiers séfévides, et donc il a échoué, en quelque sorte une politique de la terre brûlée. L'Iran est alors un pays très profondément dévasté par 2 siècles d'invasion mongole, et il a dû se replier sur les territoires ottomans, et donc à partir de là, la guerre froide qui s'est ouverte et qui se termine en effet en 1555 ne permet pas à l'Empire ottoman de l'emporter, ne permet pas davantage évidemment aux Séfévides de l'emporter, et donc un peu, alors, très curieusement, hein, c'est la même date que la paix d'Augsbourg entre les catholiques et les protestants en Europe. Eh ben, c'est quelque chose comme ça. Vous ne nous appartenez plus, vous n'êtes plus de notre chrétienté. Là, vous n'êtes plus de notre islam, et donc on va coexister puisque nous n'avons plus rien à nous dire. En somme. Alors, c'est l'occasion de passer un peu plus à l'est encore. Voilà. Et nous parlons maintenant de l'Empire moghol. Et qui est le plus grand des trois, hein, qui est le plus grand, enfin le plus grand. Il y a les grands moghols, puis un peu les moghols. Oui. Voilà, c'est le plus peuplé en tout cas, hein, bien sûr, parce que c'est l'Inde, l'Empire moghol. Mais l'Empire ottoman, on parlait de 5 millions, on a pas de 5 millions de kilomètres carrés. Oui. Et je ne sais plus de combien de millions. Ah oui. Non, je parlais de la population là. Je parlais des populations. L'Empire ottoman c'est intéressant à mentionner
mentionner et à préciser. Probablement sous Soliman le Magnifique, c'est 25 à 30 millions d'habitants entre Alger ou Oran plutôt Oui, et ou Bascara la Bosnie et l'Albanie, en passant par évidemment le Caire, en passant par Damas, en passant par Istanbul, et le Yémen, Hijaz, Bagdad que Soliman le Magnifique reconquiert et que ses descendants devront reconquérir parce que Shah Abbas l'avait conquis. Voilà, l'empire moghol, c'est disons. Alors sous Akbar, son grand souverain au début du XVIIe siècle, c'est déjà une centaine de millions d'habitants, soit Aurangzeb qui est l'arrière-petit-fils d'Akbar au début du XVIIIe siècle, c'est quasiment la totalité de la péninsule indienne, c'est-à-dire que c'est probablement entre 120 et 130 millions d'habitants, peut-être 150 millions d'habitants. Hein. C'est colossal, bien sûr, mais la majorité de la population, bien sûr, n'est pas musulmane, ça va de soi. Alors c'est l'empire qui repose le plus sur des fondements et sur des populations qui ne sont pas musulmanes, hein, en l'occurrence qui sont évidemment hindouistes. Alors bon, pour cette raison, évidemment, l'historiographie de l'empire moghol est extrêmement contestée dans l'Inde et le Pakistan d'aujourd'hui. Certains l'exaltent, d'autres, au contraire, le déprécient considérablement comme une dictature violente. Ce qui est curieux, c'est que de nos jours, en Inde, on exalte davantage Akbar, voilà. Alors que les Pakistanais, c'est plutôt Aurangzeb. Ce qui est curieux, mais vous pourrez nous le dire. L'un est considéré comme un homme d'une grande ouverture. On dit tolérance, mais il y a des maisons pour cela. C'est plus une volonté d'humanisme. Oui. Alors que l'autre il avait même, je le dis sous votre contrôle, Gabriel Martinez-Groult, aboli la jizya, la dîme de capitation, même le statut de la dhimmitude. Voilà, en 1579, que exactement un siècle plus tard, son arrière-petit-fils Aurangzeb va rétablir. Mais oui, c'est ça. Akbar est très apprécié en Inde, ou du moins dans le parti du Congrès, plutôt dans la gauche indienne, parce que la droite indienne ne reconnaît absolument pas les dominations musulmanes sur l'Inde. Mais la gauche l'apprécie beaucoup, en particulier parce qu'il a une épouse Rajput, il a une épouse indienne, et c'est en grande partie parce que il va tirer ce que Ibn Khaldoun aurait appelé Sara Sabia, c'est-à-dire les forces militaires qui lui sont nécessaires pour assurer son pouvoir et pour l'étendre, puisqu'il va considérablement étendre les conquêtes en Inde. Il va tirer en partie ces forces militaires des Rajputs, mais dans l'ensemble, les grands serviteurs, ceux qu'on appelle les Moghols d'ailleurs, les Moghols ne sont pas seulement la dynastie en place, mais d'une manière générale le système de l'État est nourri fondamentalement par des étrangers à l'Inde, des étrangers musulmans, j'entends, à l'Inde, des Ouzbeks, des Persans, beaucoup d'Iraniens, tout simplement, et des Afghans, tout simplement, les fameux Pashtuns. D'une manière générale, cet empire moghol est d'une richesse et d'un éclat culturel tout à fait considérable. Encore aujourd'hui, que les premiers ministres indiens le veuillent ou non, que le chief minister de l'Uttar Pradesh où se trouvent ces monuments le veuille ou non, le Taj Mahal est évidemment le monument le plus visité de l'Inde, bien sûr, et ce Taj Mahal il est islamique, bien sûr, je ne dirais dédié pas musulman. Voilà, qui est la merveille du palais, c'est ce que c'est Momtaz Mahal, justement. Et donc c'était la femme de Shah Jahan, un des grands souverains de cette dynastie au début du XVIIe siècle. C'est le petit-fils d'Akbar. C'est ça, c'est le petit-fils d'Akbar. Et donc c'est lui qui fait construire dans les années 1630-1640, on est à peu près sous Louis XIII en France, voilà. C'est lui qui fait construire cet extraordinaire monument où collabore d'ailleurs un architecte persan, c'est un monument de sensibilité profondément islamique et profondément persane, mais où collaborent aussi beaucoup d'autres architectes, y compris d'ailleurs des architectes européens et italiens, dans le décor de ce qui est un tombeau, c'est un mausolée au départ, c'est un mausolée de marbre blanc avec l'extraordinaire jardin évidemment qui l'entoure, qui est à l'image des fleuves du paradis, bien sûr.
Je suis un peu embarrassé, mais c'est comme ça. C'est que si vous nous promettez de revenir pour parler exclusivement des grands Moghols, nous vous en serions gré, Gabriel Martinez-Gros. Très volontiers, très volontiers. En tout cas, les grands Moghols commencent dès 1526. Voilà. Voilà, on est au premier quart du XVIe siècle. Ça finit effectivement avec Aurangzeb, et puis il y aura les Moghols tout court, sans l'épithète grand qui précède. Ça va jusqu'à la révolte des Sipahs, c'est-à-dire que, en fait, à partir du milieu du XVIIIe siècle, les puissances européennes constatent l'effondrement de l'empire moghol, qui se divise, et s'efforce de tirer parti de cette division, et c'est l'Angleterre qui va en tirer le meilleur parti au détriment de la France, puisqu'elles sont rivales dans cette entreprise. Et donc l'Angleterre part fondamentalement du Bengale, c'est-à-dire du nord-est de l'Inde, non pas de l'ouest, comme on pourrait le penser pour des puissances occidentales, mais du Bengale. Et peu à peu, sa domination remonte la vallée du Gange, mais elle maintient l'empire. Ça, c'est un point très intéressant, c'est que l'Angleterre s'installe en Inde en héritière de l'empire moghol et avec un légitimisme. L'Angleterre, c'est au départ la Compagnie des Indes, avec un légitimisme affirmé. Elle combat les rebelles contre l'empire et elle fait allégeance. Enfin, la Compagnie des Indes fait allégeance à l'empire jusqu'à ce que l'empire et le souvenir de l'empire se retournent contre elle. C'est-à-dire que les propres soldats de la Compagnie des Indes, ce qu'on appelle les Sipahs, se révoltent contre sa domination au nom de l'Empire. Et l'empereur soutient cette révolte. Et donc, lorsque la révolte est écrasée l'année suivante, en 1858, puisque ça se passe en 1857-58, l'empereur en paye les frais, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'Empire moghol est déposé. L'Empire moghol est supprimé, l'empereur est déposé. Et l'Angleterre devient officiellement, à la place de la Compagnie des Indes, devient officiellement la maîtresse du terrain. Victoria sera à son tour proclamée impératrice des Indes en 1876. Voilà. Merci infiniment, cher Gabriel Martinez-Gros. C'est toujours un plaisir de recevoir à l'émission. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et nous avons parlé aujourd'hui d'empire au pluriel, très brièvement, l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol. Et vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous pouvez la réécouter en la podcastant, comme on dit, et vous retrouverez les références des musiques et des livres, toujours sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est notre amie Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Valérie Lavalard et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.